À la une de l'actualité de ce jour, le Kairos 23 s'est achevé le dimanche 11 juin 2017 à Abidjan, en Gré. Placé sous le thème « Allez et faites de toutes les nations des disciples », ce Kairos 23 a été une belle réussite. Le MICEF, le ministère catholique d'évangélisation des femmes, tiendra bientôt l'édition 2017 du RIF, le Rassemblement international des femmes. Après 20 ans de service au sein de l'église évangélique Foursquare, l'évangéliste Kakou Théophile a été ordonné révérend. Enfin, à l'international, la France a un nouveau président de l'Assemblée nationale. Il s'agit de l'écologiste François de Rugy, élu à 43 ans. Madame, Messieurs, bienvenue et merci de vous informer sur Béni TV, la chaîne des bénis, comme annoncé dans les titres au chapitre Religion. La 23e édition du Kairos, la grande croisade d'évangélisation initiée par l'apostolat catholique du sacerdoce royal, s'est tenue du 9 au 11 juin 2017. Placé sous le thème « Allez et faites de toutes les nations des disciples », ce Kairos 23 a connu une très belle apothéose que nous raconte Nadine Kofi. L'après-midi du dimanche a débuté par la Sainte Messe célébrée par le Père Saint-Clair Nda de la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé et par ailleurs aumônier de l'apostolat. Il s'en est suivi la première prédication du frère Marcel Blé, premier responsable du service catholique d'évangélisation Jésus Soleil des Nations, qui à son tour a instruit l'Assemblée sur le discipolat et la mission du mouvement suscité normalement par l'esprit de la Pentecôte. Allez faire de toute nation mes disciples. Pas seulement les Ivoiriens, les guerriers, mais toute nation mes disciples. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Je ne suis pas établi pour la morale. Je suis établi pour faire des disciples. Autre orateur de ce troisième jour de Kairos, le berger Jérémie Pio de la communauté catholique des enfants de Padre Pio. Il a dans sa prédication chargée de puissance expliqué à l'Assemblée qu'à travers ce thème, Dieu dans toute sa puissance nous faisait l'immense grâce de nous associer à son œuvre de salut et de paix ici-bas. Bien-aimés, c'est une grâce excellente, c'est un bonheur, c'est une allégresse, c'est une louange de savoir que Dieu, dans toute sa grandeur, dans toute sa magnificence, veut nous associer à son œuvre de salut, veut nous associer à son œuvre de paix, veut nous associer à la manifestation de son règne ici-bas. Il a ensuite ajouté que cela passe par la croix et qu'il est nécessaire à chaque chrétien d'avoir en lui le dépôt nécessaire pour contribuer à l'œuvre du Seigneur ici-bas. Jésus dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Il dit, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et Paul peut dire, je traite durement mon corps afin de ne pas être disqualifié. Et Paul peut dire, ma vie à moi, c'est le Christ, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et dit, pour cet évangile, je suis mort et je vis en Dieu. Après quoi suivit une grande effusion du Saint-Esprit conduite par le berger Jérémie et le modérateur Abraham Marie. On peut le dire sans risque de se tromper, cette 23e édition du Kairos de la Pentecôte a tenu toutes ses promesses. Le lundi 26 juin 2017, le MICEF, le ministère catholique d'évangélisation des femmes, a organisé une conférence de presse pour annoncer l'édition 2017 du RIF. Cette édition du Rassemblement international des femmes aura pour thème « Femmes, couronne de gloire ». Le ministère catholique d'évangélisation des femmes, en abrégé MICEF, est une pastorale créée pour les femmes de toutes les conditions socio-professionnelles qui œuvrent depuis quelques années déjà pour contribuer à faire de la gente féminine des témoins de Christ. Et comme chaque année, le MICEF organise le RIF édition 2017, placé sous le thème « Femmes, couronne de gloire ». Ces rencontres ont pour objectif de regrouper les femmes autour d'un thème fédérateur qui sera comme une boussole qui les guidera tout au long de l'année.
Et ce temps de formation qui touche aussi bien le plan spirituel, social qu'humain, a contribué modestement, nous le croyons, à la construction morale, spirituelle et humaine des femmes. Nous avons annoncé l'évangile avec le souci de leur montrer ce qu'elles représentent aux yeux de Dieu leur Créateur. Pour que, sachant qui elles sont, une nouvelle génération de femmes engagées pour le Seigneur Jésus-Christ et en harmonie avec leur lieu naissent. Organisée sous la coupole de la communauté mère du Divin Amour, l'édition 2017 du RIF attend recevoir plus de 10 000 femmes, comme le souligne ici Madame Nathalie Bétis-Villot, vice-responsable du MICEF. Nous demandons pour ce rassemblement international des femmes qui est la 14e édition à toutes les femmes de Côte d'Ivoire de venir et d'ailleurs, parce que comme le dit le thème rassemblement international des femmes, parce que le thème est intéressant. Le thème c'est femmes, couronne de gloire, vite ton appel. Bien-aimé, je veux te dire que quand on te dit que tu es femme et que tu as une couronne de gloire, il y a quelque chose pour toi. Il faudrait que toutes ces femmes se sentent intéressées, attirées par ce thème, parce que je pense que le Christ, qui est lui-même la couronne suprême de gloire, veut distribuer des grâces incomparables à toutes ces femmes qui seront là en cette année 2017. Je ne sais pas dans quelle activité, dans quel domaine d'activité que tu vis. Je ne sais pas ton problème, mais il y a une chose que je sais, c'est que Jésus-Christ de Nazareth veut que tu sois à ce rassemblement international des femmes pour te communiquer ce qui te manque, ce qu'il te faut pour te propulser dans ta destinée. Après 20 ans de ministère, l'évangéliste Kakou Théophile, leader de l'église évangélique Foursquare de Yopougon, Bethel, a été ordonné révérend le samedi 24 juin 2017. Cette cérémonie d'ordination a été présidée par le révérend Nyepé Marius, président national de l'église internationale Foursquare, Côte d'Ivoire. Une belle ambiance de fête a prévalu le samedi 24 juin 2017 à l'église évangélique Foursquare de Yopougon-Niangon, Temple Bethel. Avec ses premiers responsables, l'église a célébré Dieu pour la vie de l'évangéliste Kakou Théophile, l'un de ses leaders ayant démontré de la révérence dans son ministère. Dans les témoignages, les chrétiens Foursquare et les connaissances de l'évangéliste Kakou ont décrit l'homme de Dieu comme un homme de prière et un serviteur de Dieu passionné. Rappelant à son tour l'engagement de l'homme de Dieu, le président de Foursquare Côte d'Ivoire, le révérend Nyepé Marius, dans son exhortation l'a invité à poursuivre cette œuvre. L'évangéliste Kakou Théophile, lui, a réaffirmé son engagement dans le ministère avant d'être ordonné par onction d'huile. A présenté un modèle de service dans le ministère qui s'est dit oui avec les deux, qui s'est dit Amen. On acclame le Seigneur. Et que ton ministère continue à être une source de bénédiction pour plusieurs. Après 20 ans de ministère passé à la tête de 9 champs de mission, l'évangéliste Kakou Théophile voit en cette ordination un nouveau défi à relever pour toujours demeurer un modèle. Aujourd'hui est un jour spécial pour moi. Spécial pourquoi? Parce que c'est ce jour-là que l'Église a bien choisi pour faire de moi révérend, donc m'ordonner révérend. Et ça fait 20 ans que je suis de service dans cette église-là, l'église Foursquare Côte d'Ivoire, depuis 1997 que nous avons répondu à l'appel dans cette communauté et nous avons servi le Seigneur jusqu'à ce qu'aujourd'hui l'église se décide de faire de moi révérend. Donc c'est une joie, c'est un sentiment de joie, de fierté, de reconnaissance à l'Éternel parce que tout ce travail abattu, c'est Dieu qui l'a fait et nous voulons rendre toute la gloire au Seigneur. La belle fête s'est achevée dans des réjouissances avec les prestations d'artistes chantres. Rendons-nous à présent au Tchad pour ouvrir l'actualité africaine de ce journal. Dans ce pays, les tractations autour du mandat des députés continuent de s'aimer la discorde au sein de l'opposition. Députés de l'opposition et leurs partis politiques ne sont pas sur la même longueur d'onde. Au Tchad, les députés de l'opposition refusent de démissionner de l'Assemblée nationale après le 21 juin 2017, comme réclamé par leur parti.
Ils estiment qu'au vu de la loi, la 3e législature est bel et bien dans la légalité jusqu'à la tenue éventuelle des élections. Selon ces derniers, cette décision des partis de l'opposition leur demandant de démissionner de l'Assemblée nationale n'a aucun fondement juridique. Tous les députés de l'opposition ont fait une déclaration le 20 qu'ils refusent de démissionner parce que c'est le texte qui dit que notre Assemblée actuelle est légale. Nous allons continuer le travail, donc je ne peux pas faire exception, d'autant plus que la décision du parti est anticonstitutionnelle. Cette loi dit à son article 1er, par dérogation à l'article 109 de la Constitution, la 3e législature est prorogée à compter du 20 juin 2015 jusqu'à la mise en place d'une nouvelle Assemblée nationale. Pour les partis politiques du front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement, le mandat de la 3e législature a pris fin le 21 juin 2017. Après cette date, l'Assemblée nationale a perdu sa légitimité. Par ailleurs, les lois, les traités et les conventions internationaux ratifiés par cette 3e législature ne seront plus légaux. Cette proposition de loi, quand elle a été rédigée, transmise à l'Assemblée, le contenu de ce qui a été convenu par toutes les forces politiques qui ont pris part à cette discussion-là a été complètement changé. Au lieu qu'on dise que l'élection ou les élections législatives doivent s'organiser avant 2 ans, on a transformé pour dire que cette assemblée-là va rester jusqu'à la prochaine élection législative. Rappelons que le mandat des députés de l'actuelle législature au Tchad a pris fin en juin 2015. Il a été prolongé de 2 ans dans le cadre d'un dialogue politique national pour des raisons financières, puis reporté jusqu'à la tenue des éventuelles élections législatives par une nouvelle loi votée par l'Assemblée nationale. Pour enquêter sur les graves violations des droits de l'homme commises dans le Kasaï en RDC, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté une nouvelle résolution. Ce texte prévoit l'envoi d'un groupe d'experts internationaux. C'est une nouvelle résolution adoptée vendredi par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU et qui prévoit l'envoi d'un groupe d'experts internationaux chargés d'enquêter sur les graves violences dans le Kasaï, région du centre de la République démocratique du Congo. Un compromis pour les 47 pays membres du Conseil qui laisse pas mal d'incertitudes, notamment la pleine coopération du gouvernement congolais qui s'est jusqu'ici montré réticent. Nous restons préoccupés par le fait que le gouvernement de la République démocratique du Congo manque de la capacité à mener une enquête transparente et crédible. En reconnaissance de la détérioration de la situation des droits de l'homme en RDC, les États-Unis espéraient que la résolution d'aujourd'hui serait encore plus forte. L'ambassadeur congolais à l'ONU a exprimé la volonté de son gouvernement d'accueillir sur son sol une équipe d'enquêteurs pour faire la lumière sur ces atrocités. Le gouvernement de la République démocratique du Congo réitère sa volonté de poursuivre sa collaboration avec les Nations Unies et qu'il accepte d'accueillir sur son sol une équipe d'enquêteurs des Nations Unies venant en appui à la justice congolaise dans le but de faire la lumière sur les atrocités du Kasaï. L'Union européenne a demandé que les experts exercent leur mandat en toute indépendance et sans aucune entrave. La nouvelle équipe, constituée vendredi par le Conseil, devra présenter un premier rapport oral en septembre, ainsi qu'un rapport écrit en juin 2018. Au Congo voisin, le taux de malnutrition parmi les enfants déplacés de guerre a dépassé le seuil d'urgence dans la région du Poul. Ce constat est tiré d'une enquête conjointe du gouvernement congolais et de l'ONU. Le taux de malnutrition chez les enfants déplacés dans le département du Poul au Congo dépasse les seuils d'urgence. C'est ce que rapporte une évaluation menée en mai dernier sur la situation alimentaire et nutritionnelle des enfants déplacés du Poul et publiée vendredi par le gouvernement congolais et les agences du système des Nations Unies. La situation sécuritaire n'a cessé de se dégrader depuis avril 2016 dans le département du Poul, région voisine de Brazzaville, où les autorités accusent l'ancien chef rebelle Frédéric Binsamou, dit Pasteur Toumi, et ses ex-combattants ninjas de perpétrer des exactions sur les populations. Cette évaluation qui a fixé le nombre de déplacés au jour d'aujourd'hui à 83 000 amène et appelle une réponse d'urgence pour prendre en compte les nécessités de nourrir ces populations, donc des problèmes de vivre et des problèmes de non-vivre. Il est prévu
autant que faire se peut, une visite de l'ensemble des partenaires que je viens d'évoquer, gouvernement, partenaires du système des Nations Unies et forces publiques, dans les zones et le terrain qui permettront de déterminer très exactement les besoins humanitaires qui vont se révéler sur le terrain. Alors que le seuil d'urgence établi par l'Organisation mondiale de la santé est de 15%, dans le pool il atteint 17,3%. Parmi les enfants déplacés de moins de 5 ans, révèle l'évaluation. C'est un peu compliqué. La situation est difficile. Les gens ne se nourrissent pas comme il se doit. Il nous faut obligatoirement faire quelque chose pour eux. Nous sommes mobilisés, mais nous devons également aller voir du côté des partenaires pour leur demander s'ils sont prêts à nous aider. Ces jours-ci, l'argent est difficile à trouver. Et c'est ce sur quoi nous avons discuté aujourd'hui. Le gouvernement affirme qu'il prend des dispositions qui s'imposent pour régler cette situation. Il compte aussi sur l'appui des agences onusiennes qui affirment qu'elles ont besoin de 20,6 millions de dollars dans l'immédiat pour continuer à fournir une assistance humanitaire d'urgence dans les 6 prochains mois. Bon, le rapport Nations Unies gouvernement en dit long, nous sommes dans une situation très critique. Le taux de malnutrition a dépassé les seuils de l'OMS, le seuil reconnu par les standards au niveau international. Donc la situation est critique, c'est une situation d'urgence humanitaire. En urgence, je crois que les conclusions aussi de ces réunions, c'est de lancer rapidement cet appel, mobiliser les partenaires, mobiliser les fonds et apporter la nourriture aux déplacés. Sinon, après, on a des taux de 20%. En Afrique du Sud, l'ex-épouse du président Jacob Zuma, Dlamini Zuma, est en liste pour diriger l'ANC, le parti au pouvoir. L'ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine se dit prête à gouverner le pays. Après un mandat à la présidence de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma a fait son grand retour dans la vie politique nationale sud-africaine. L'ex-épouse du président Jacob Zuma ne cache pas son ambition d'accéder à la magistrature suprême de l'Afrique du Sud. Nous voulons avoir des femmes présidentes en Afrique. Nous n'en avons qu'une seule au Libéria. Son mandat prend fin en octobre 2017. Cela signifie que nous nous retrouverons avec seulement des hommes à la tête de nos États. La Ligue des femmes de l'ANC a déjà fait d'elle sa candidate officielle pour prendre la tête du parti et succéder à Jacob Zuma à la magistrature suprême de l'Afrique du Sud. Cela fait 105 ans que nous avons élu des hommes pour diriger. On chante la même chanson à leur honneur. Aujourd'hui, nous devons aussi nous imposer. Nous avons besoin des femmes, nous voulons construire ce pays. Nous n'avons jamais eu de femmes à la tête de cette grande nation. Cependant, les analystes estiment que les dissensions au sein de la majorité présidentielle entre certains cadres représentent des obstacles pour Nkosazana Dlamini Zuma. À cela s'ajoute le bilan peu reluisant de son ex-époux, le président Jacob Zuma. Si Mme Zuma ne détient que l'appui de Jacob Zuma comme atout, il va lui être difficile de s'imposer à des ténors du parti qui ont un ancrage plus profond au sein donc, de l'électorat et de la société sud-africaine. Candidate à la présidence du parti au pouvoir, Nkosazana Dlamini Zuma a déclaré le 16 juin 2017 devant des centaines de partisans, membres de la Ligue de la jeunesse de l'ANC, être prête à gouverner. Pour l'heure, la Ligue des femmes de l'ANC et celle de la jeunesse déclarent officiellement la soutenir. Elle bénéficie également d'un important soutien dans la région de KwaZulu-Natal. Face à elle, d'autres hauts cadres du parti ont déjà choisi leur camp en offrant leur appui au vice-président Cyril Ramaphosa. Toujours en Afrique du Sud, une ONG locale de Soweto aide les artisans en leur ouvrant les portes du marché mondial dans le pays arc-en-ciel. Cette initiative est tout simplement unique. La mode comme passion et comme arme contre les clichés, Mandisa Swané s'active dans son atelier au cœur de Soweto. À la tête d'une PME, elle habille le monde de Soweto à Londres en passant par Atlanta. Une preuve de plus pour cette styliste de 42 ans que l'on peut réussir quand on vient d'un township.
Beaucoup de gens croient que pour réussir dans tout ce que tu entreprends, tu dois sortir du township. Et j'ai prouvé que ce n'était pas vrai. Parce que c'est ici que je travaille, c'est ici que j'ai embauché des gens et ça marche. Derrière ce succès se cache Soweto's Box Shop, une ONG locale qui vient en aide aux artisans du township en exportant leurs produits. Une boutique, des bureaux ou encore une vente en ligne font partie des services offerts par cette ONG basée à Vilakazi. Les entrepreneurs présentent un business plan et bénéficient de cours de management. Une initiative inédite en Afrique du Sud. Nous avons essentiellement appuyé des entrepreneurs locaux en veillant à ce que tous les fournisseurs soutiennent ces petites entreprises dans la communauté. Et depuis que nous avons lancé l'opération, nous avons créé un écosystème où maintenant ces entrepreneurs collaborent avec nous. Parmi les bénéficiaires, Velapim Polweni. Sa préoccupation majeure, offrir de l'emploi aux jeunes du ghetto au chômage. Une démarche qui pour lui va bien au-delà de la simple embauche. Je suis sûr que ce n'est pas seulement 8 personnes que j'ai recrutées. Derrière chacune se trouve une famille de 8 personnes environ. Et tu fais le calcul, 8 x 8, nous avons 64 personnes. Le gouvernement sud-africain a investi près de 420 millions d'euros en 2016 pour le développement des townships. Un effort encore insuffisant pour leur assurer un réel essor économique. À l'international, en France, l'écologiste François de Rugy a été élu président de l'Assemblée nationale. À 43 ans, il devient le 4e personnage de l'État français. Une standing ovation pour le 13e président de l'Assemblée nationale. Avec 353 voix, c'est François de Rugy qui se hisse en haut du perchoir. Vous ne me faites pas seulement un honneur insigne. Vous me confiez une responsabilité dont je mesure la charge et que je souhaite exercer parmi vous, avec vous. Une charge immense. C'est lui le 4e personnage de l'État. Dans l'ordre protocolaire, il ouvre, lève et suspend les séances et fait la police dans l'hémicycle. Il reçoit également les projets et propositions de loi. C'est aussi un interlocuteur privilégié du chef de l'État. Du haut de son perchoir, François de Rugy va surtout tenter d'apporter un souffle nouveau pour, dit-il, un Parlement modernisé et réformé. Cette législature doit être celle de la concrétisation de réformes démocratiques profondes. Elles ont été trop longtemps repoussées. Réduction du nombre de députés, introduction de la proportionnelle, ces engagements du projet présidentiel doivent être menés à bien. À 43 ans, François de Rugy a déjà une carrière politique bien remplie. C'est même l'un des élus les plus expérimentés du mouvement La République En Marche. Mais c'est chez les Verts qu'il a fait ses armes. En 2012, il co-préside le groupe Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée nationale. Régulièrement en rupture notamment avec Cécile Duflot, il quitte le mouvement en 2015 et fonde le Parti écologiste. Le 17 mai 2016, il devient l'un des vice-présidents de l'Assemblée nationale. 2 jours plus tard, avec 5 autres députés, il quitte le groupe, provoque sa dissolution et rejoint les socialistes. Puis, en janvier dernier, il est l'un des 7 candidats à la primaire de la gauche. Éliminé au premier tour, il ne soutient pas le vainqueur Benoît Hamon. Il préfère se rallier à Emmanuel Macron, un choix qui, pour l'instant, lui réussit. Pour sortir de la crise politique qui empoisonne son pays, le président roumain a nommé un nouveau Premier ministre. Mihai Tudose a été proposé par la coalition au pouvoir. Mihai Tudose, ministre de l'économie. Le président roumain nomme un nouveau Premier ministre pour sortir de la crise politique qui empoisonne le pays. Ministre sortant de l'économie, Mihai Tudose a été proposé par la coalition des sociodémocrates et des libéraux au pouvoir. Ce juriste de 50 ans a 10 jours pour former un gouvernement, mais ne fait pas l'unanimité des médias. Selon un audit publié dans la presse roumaine, Mihai Tudose n'a mené à bien aucune réforme en tant que ministre. Qu'importe pour le président Klaus Iohannis, la priorité est de sortir de l'impasse politique. La crise que nous traversons nuit gravement à la Roumanie, à son économie et à son image à l'étranger, estime le chef de l'État. Cette crise doit s'achever au plus vite.
Mikhail Tudose doit succéder à Sorin Grindeanu, renversé la semaine dernière par le PSD qu'il avait investi moins de 6 mois plus tôt. Certains y voient le résultat de luttes intestines avec le chef du parti, Liviu Dragnea. Ce dernier ne peut être chef du gouvernement en raison d'une condamnation pour fraude électorale. La corruption qui mine le pays avait poussé des milliers de personnes dans la rue en février. Depuis près de 48 heures, une cyberattaque d'envergure se propage dans le monde. Cette attaque qui a débuté en Ukraine et en Russie a déjà touché 80 grosses entreprises. Les panneaux d'affichage de l'aéroport de Kiev hors service, des banques ukrainiennes à l'arrêt. C'est le résultat d'une vaste cyberattaque qui a frappé simultanément ce mardi l'Ukraine et la Russie avant de se propager au reste du monde. Le réseau informatique du gouvernement est lui aussi touché. Au total, ce sont près de 80 entreprises qui ont été visées dans ces deux pays, ainsi que des structures gouvernementales. Aucun lien officiel n'a encore été établi entre ces différentes attaques, mais plusieurs entreprises font état d'un virus faisant apparaître une demande de rançon de $300 sur l'écran de leurs ordinateurs. En Russie, Rosneft, l'un des plus gros producteurs de pétrole au monde, s'est dit victime d'une attaque puissante, mais a assuré que sa production n'avait pas été interrompue. Le transporteur maritime danois Maersk a lui aussi été visé, tout comme le géant publicitaire britannique WPP et l'industriel français Saint-Gobain. Ce sont des négociations de la dernière chance qui ont débuté mercredi sur l'île de Chypre pour mettre fin à plus de 40 ans de conflits. Chypriotes, grecs et turcs se retrouvent à la même table de négociation pour tenter de réunifier leur île. Mettre un terme à un conflit vieux de 40 ans, c'est l'objectif des négociations qui s'ouvrent aujourd'hui en Suisse. Une énième fois, Chypriotes, Grecs et Turcs vont se retrouver à la même table pour tenter de réunifier l'île, membre de l'Union européenne depuis 2004. L'émissaire des Nations Unies a bon espoir de voir les deux parties s'entendre. Je préfère parler de meilleure chance et non pas de dernière chance. Je pense que c'est notre meilleure chance, une occasion unique et il serait vraiment très triste de la gâcher. Franchement, tous les participants en ont conscience, insiste le conseiller spécial de l'ONU. Le président chypriote Nikos Anastasiades et le dirigeant chypriote turc Mustafa Akinci doivent se retrouver dans la station alpine de Crans-Montana après l'échec des négociations du mois de janvier. Une expérience atypique pour refermer ce journal. Des vignerons ont fait une expérience subaquatique. 120 crus ont passé un an sous les eaux pour tester les effets des profondeurs sur le vieillissement du vin. Dans ces coffres, 120 bouteilles de vin à 40 mètres de profondeur. À Saint-Mandrier, sur la Côte d'Azur, ces plongeurs remontent ces bouteilles de Bandol, enfouies un an plus tôt, pour tester l'effet des abysses sur la conservation du vin. Dans l'obscurité et à température constante, le processus de vieillissement serait beaucoup plus lent et donc meilleur que dans une cave normale. L'idée ne date pas d'hier, c'est en explorant des épaves qu'elle est née. On a trouvé des amphores qui dataient de plusieurs centaines d'années, même millénaires. Et plus récemment, on a trouvé des bouteilles de champagne ou des bouteilles de vin qui avaient coulé il y a plusieurs dizaines d'années. Certaines même avaient coulé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et les gens qui les dégustaient y trouvaient un très bon goût. Entre la Méditerranée et les montagnes, les vignes de Bandol et leur cépage roi, le Mourvèdre, bénéficient d'un climat unique. Pour ce vigneron, bonifier son vin sous la mer tombe donc sous le sens. Et s'il y a deux choses qui sont importantes, c'est non seulement de vivre longtemps, mais de vivre bien. Et nous, notre recherche, c'est élever un vin qui, dans le temps, va se bonifier. Et c'est le cas des Bandols pendant des décennies. Et évidemment, si on peut arriver à gagner 1 ou 2 décennies de plus, ça peut nous intéresser, voilà. Avant de débouchonner, il faut retirer la cire qui empêche le bouchon de céder à la pression. Un panel d'œnologues professionnels a dégusté à l'aveugle ces vins 1 an après, en les comparant avec les mêmes bouteilles conservées en cave. Résultat, les vins rouges passés par les fonds marins paraissent plus jeunes. Une belle matière en bouche, une belle structure, des notes fruits noirs très très mûrs, des notes également presque un petit peu chocolatées, donc on va aller vers des arômes secondaires mais qui ne sont pas encore appuyés aujourd'hui. Donc c'est un vin d'avenir.
Des expérimentations similaires existent déjà un peu partout dans le monde. Pour l'heure, les bouteilles sous-marines de Bandol ne sont pas commercialisées. Mais les vignerons comptent un jour ancrer leur prestige avec un haut de gamme des profondeurs. Nous avons été ravis de vous présenter ce journal. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À bientôt.